Bonjour, merci aux organisateurs de m'avoir invité à vous parler du réseau Périnatalité Bretagne dans son axe de prévention pour les enfants âgés de 0 à 6 ans. Je suis le docteur Savajol, je suis pédiatre, coordinateur pour le réseau Périnatalité Bretagne, plus particulièrement dans sa dimension de suivi des enfants vulnérables, Bien grandir en Bretagne, dont je vais vous parler tout de suite après. Et je suis également pédiatre libérale, je suis installée à Paimpol. Le réseau. Donc, le réseau est un dispositif spécifique régional qui est issu de la fusion depuis janvier 2020 des 4 réseaux départementaux qui existaient de manière préalable. Le réseau a signé en mars 2020 avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui vient définir ses axes stratégiques. Les axes stratégiques du réseau, c'est surtout d'impulser une dynamique régionale en santé périnatale pour favoriser à la fois des parcours fluides et sécurisés entre la ville et l'hôpital, développer la prévention et surtout promouvoir la santé périnatale dans son ensemble, c'est-à-dire depuis l'antéconceptionnel jusqu'aux 7 ans de l'enfant, même si l'objet de cette rencontre aujourd'hui, c'était l'enfant de 0 à 6 ans. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à une des commissions thématiques du réseau, le dispositif de suivi Bien grandir en Bretagne, dont la mission est d'organiser le suivi et la prise en soin des enfants dits vulnérables, c'est-à-dire des enfants qui présentent un haut risque du trouble du neurodéveloppement. Alors ces enfants, ils vont être inclus dans le dispositif de suivi sur la base de critères communs à toute la région qui ont été redéfinis de manière consensuelle au mois de juin 2021 en s'adossant sur les critères qui avaient été préalablement retenus par la Haute Autorité de Santé pour définir la vulnérabilité en 2020. Ces critères, nous les avons répartis sous 3 catégories, des critères majeurs, des critères mineurs et ce qu'on est venu appeler des clignotants. Les clignotants, ce sont des signes cliniques qui vont permettre aux professionnels de santé qui prennent en soin l'enfant au moment de son séjour à l'hôpital, de venir poser des inquiétudes éventuelles sur le neurodéveloppement de cet enfant et qui va venir leur faire dire que même si ce patient ne présente pas nécessairement un critère, des critères majeurs ou plusieurs critères mineurs, il va être important de l'inclure au sein du dispositif pour lui permettre de bénéficier de ce suivi de prévention que nous allons développer par la suite. Donc je vais vous parler un petit peu de ces critères pour que vous puissiez voir quels sont les enfants qui sont pris en soin dans le dispositif Bien grandir en Bretagne, en sachant que ces critères sont bien sûr discutés pour chaque enfant. Chaque enfant est considéré comme un cas particulier, mais ces critères font rentrer les enfants dans une population particulièrement à risque qui va nécessiter une prévention renforcée par rapport à ce qui pourrait être proposé en population générale. Donc on va inclure, selon des critères dits majeurs, c'est-à-dire de manière systématique, les enfants qui naissent très prématurément, avant 32 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 7 mois de grossesse, les enfants qui présentent un tout petit poids de naissance, c'est-à-dire tous les enfants qui naissent à moins d'1,5 kg. On va inclure également les enfants qui vont subir une chirurgie majeure en période néonatale. Je ne vais évidemment pas vous détailler tous les types de chirurgie, simplement pour vous donner un exemple. Ça va être le cas, par exemple, des enfants qui présentent ce qu'on appelle une hernie de coupole diaphragmatique, c'est-à-dire un enfant où le diaphragme n'est pas bien formé et où les organes qui d'habitude se situent dans l'abdomen, dans le ventre, vont, du fait de cette malformation, remonter dans le thorax. On va se retrouver avec par exemple du foie ou de l'estomac dans le thorax et venir comprimer les poumons. Ces patients vont être opérés en période néonatale immédiate. On va venir prendre les organes qui ne sont pas au bon endroit pour aller les re-ranger dans la cavité abdominale et venir réparer le diaphragme. Ça, c'est une chirurgie majeure, évidemment, avec un thorax ouvert, avec donc et un abdomen ouvert également, avec donc un risque important de troubles du neurodéveloppement et une nécessité de suivre ces patients. Il en va de même pour les enfants qui présentent des cardiopathies, c'est-à-dire des malformations cardiaques congénitales qui vont être
opérés dès la période néonatale. Il est évident qu'on ne va pas suivre tous les enfants qui ont une communication un petit peu anormale entre deux ventricules. En revanche, les enfants pour qui il faut dès les premières heures de vie aller ouvrir le thorax et retourner la crosse de l'aorte et l'artère pulmonaire dans le bon sens, eux sont à risque et donc vont être suivis. Il en va également de même pour les enfants qui présentent ce mot barbare, une EAI, qui veut dire encéphalopathie anoxique aiguë. Alors, on aime bien parler de choses compliquées en médecine. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que c'est des enfants qui manquent d'oxygène à la naissance. Ça peut être, par exemple, du fait d'une position anormale du cordon ombilical qui va s'enrouler, qui va se tordre. Le flux de sang au moment de la naissance ne se fait plus. Le cerveau de l'enfant manque d'oxygène. C'est ce qu'on appelle une anoxie qui va entraîner une ischémie. En fait, on manque d'oxygène, on manque de sang qui amène l'oxygène au niveau du cerveau. Ces patients, quand ils présentent des critères particuliers d'examen clinique, vont rentrer dans un protocole dit d'hypothermie contrôlée, c'est-à-dire qu'on va leur proposer un refroidissement corporel pendant 72 heures pour protéger leur cerveau, comme cela se fait par exemple également en médecine adulte en cas d'arrêt cardio-respiratoire, et on va les réveiller par la suite. Donc évidemment, ces patients sont à très haut risque de troubles du neurodéveloppement et on va les inclure systématiquement. De la même façon, on va inclure systématiquement les enfants qui présentent des lésions cérébrales de survenue périnatale, comme les accidents vasculaires cérébraux par exemple, qui sont plus fréquents chez les nourrissons qu'on le pense. Il existe d'autres critères majeurs, je ne vais pas vous en faire une liste exhaustive, ce serait bien trop long, mais ce sont toutes les anomalies de structure ou de croissance du cerveau, les infections qui touchent le système nerveux central comme les méningites ou méningoencéphalites, les ictères très sévères car la bilirubine à très haut taux est toxique pour le cerveau, on en voit Dieu merci de moins en moins car les techniques de prise en charge sont de plus en plus efficaces. On va également inclure les enfants qui sont exposés de manière anténatale à des toxiques du neurodéveloppement, c'est-à-dire des substances ou des médicaments dont on sait qu'elles peuvent venir altérer le développement normal du cerveau du fœtus. C'est le cas par exemple de certains anticonvulsivants. Et enfin, les patients qui présentent des maladies génétiques ou métaboliques qui peuvent affecter leur neurodéveloppement. Dans les maladies métaboliques par exemple, c'est des anomalies du métabolisme des glucides qui vont faire que les patients vont présenter dès la période néonatale des grandes hypoglycémies et ces patients-là, on le sait, sont à risque de présenter par la suite des troubles du neurodéveloppement. À ces critères majeurs, on va venir associer des critères mineurs qui sont finalement une aide à la décision d'inclure ou non l'enfant dans un dispositif. C'est ce qu'on appelle le cumul de vulnérabilité. Le cumul, il ne se définit pas tant par le nombre de critères, on n'est pas du tout sur une pathologie où il faudrait avoir pour poser le diagnostic un critère majeur et deux critères mineurs ou trois critères mineurs. Non, c'est vraiment l'association de ces critères au ressenti clinique des professionnels qui vont venir examiner l'enfant au cours de son séjour et au moment de sa sortie, qui vont permettre d'inclure ou pas cet enfant. Et vous voyez déjà là se dessiner le rôle prépondérant des professionnels également paramédicaux qui prennent en soin ces enfants dans les unités. Je pense aux kinés, aux auxiliaires, aux infirmiers, infirmières, mais également psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes pour les unités qui ont la chance de disposer de ce type de professionnels. Donc parmi les critères mineurs, on retrouve les autres types de prématurité, hors grande prématurité, d'autres petits poids de naissance, les enfants qui manquent d'oxygène au niveau de leur cerveau, mais sans avoir nécessairement besoin d'une hypothermie. C'est un certain type d'anomalie cérébrale, un certain type d'infection, même s'il ne s'agit pas d'une méningite. Et vous voyez que j'ai fait apparaître également des éléments importants parce qu'ils sont souvent peu pris en compte et pourtant ils participent clairement à la vulnérabilité. C'est tout ce qui va toucher aux addictions, même si les addictions ne sont pas porteuses d'anomalies du développement cérébral, elles sont quand même le reflet d'un environnement psychosocial qui n'est pas toujours favorable. Et puis, à ces critères, on va venir rajouter des clignotants. Qu'est-ce que c'est un clignotant? C'est des signes précoces qui sont suspects pour l'avenir du neurodéveloppement de cet enfant. Et vous voyez là se dessiner la nécessaire coopération entre l'ensemble des acteurs pour venir repérer ces signes cliniques. Bon, là aussi, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais vous voyez que ça va impacter les troubles du sommeil, des cris anormaux, des anomalies de posture, des anomalies de réactivité, des anomalies de tonus. Et vous êtes tous bien placés pour savoir que les paramédicaux qui passent beaucoup de temps au contact des enfants dans les unités
plasticité sont probablement les plus à même de repérer ces anomalies. Parmi ces anomalies, on va parler également de troubles de coordination entre les yeux et la motricité, tout ce qui va être anomalie de croissance du périmètre crânien, mais aussi de la succion, de la déglutition, de l'excitabilité de l'enfant et de ses interactions avec son environnement. Donc, quels sont les objectifs de ce dispositif? Alors, les objectifs de Bien grandir en Bretagne, c'est d'abord de repérer le plus précocement possible les enfants qui présentent des signes d'avoir un développement atypique, d'avoir une trajectoire de neurodéveloppement qui n'est pas celle attendue. Alors, pour les repérer, je vous ai dit, nous utilisons donc ces critères, majeurs, mineurs et ces clignotants, donc avec une grande place de l'examen clinique et d'une coopération nécessaire entre les médicaux et les paramédicaux. Et puis après, une fois qu'on les a inclus, on va les suivre et on va essayer de repérer ceux pour qui les choses ne vont pas dans le bon sens. Alors, une fois qu'on les a repérés, il va falloir les accompagner en mettant en place des interventions qui doivent être le plus structurées et le plus précoces possible. Et l'objectif, c'est quoi de ce repérage et puis de cet accompagnement? C'est de minimiser les troubles et de réduire le risque de surhandicap. Alors, vous allez dire, objectif qui est ambitieux, il s'appuie en fait sur le concept de plasticité cérébrale, de plasticité neuronale, qui a été réaffirmé dans la résolution des 1000 premiers jours, dont certains d'entre vous ont probablement entendu parler. Les 1000 premiers jours, c'est quoi? C'est la grossesse et puis c'est les 2 premières années de vie. On sait que cette période, elle est cruciale pour le développement de l'enfant. Et la plasticité cérébrale, c'est un concept en fait qui signifie que tout au long de notre vie, et y compris après 60 ans, ce qui est, je crois, l'objet aussi de présentation aujourd'hui, c'est un processus qui est continu dans notre cerveau. C'est un processus dynamique qui fait qu'il y a tout le temps des connexions synaptiques qui se créent, qui se renforcent ou qui s'éliminent tout au long de notre vie. Les connexions synaptiques, c'est quoi? C'est ce qui permet aux neurones de se parler, d'échanger des informations. Alors tout au long de notre vie, on peut créer des synapses, on peut venir en renforcer, on peut venir en éliminer, mais c'est particulièrement vrai au cours de cette fenêtre des 1000 premiers jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple qu'un enfant qui va faire un accident vasculaire cérébral au moment de sa naissance, s'il y a un territoire de son cerveau qui est lésé et que ce territoire il permettait une activité particulière comme la parole par exemple ou une certaine forme de motricité, eh bien l'enfant va pouvoir venir déplacer cette activité sur une autre zone du cerveau qui n'a pas été touchée de façon à pouvoir la conserver. Mais pour pouvoir faire ça, cet enfant va avoir besoin d'abord d'être repéré comme un enfant à risque et puis d'être accompagné dans ce déplacement de cette activité vers une autre partie de son cerveau. Alors, c'est très simplifié, c'est très schématisé parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Évidemment que s'il y a des spécialistes du neurodéveloppement et de la neurobiologie dans la salle, ils doivent être en train de convulser, mais c'est pour faire volontairement simple pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Et donc, cette capacité de venir créer des nouvelles synapses ou de les déplacer d'un endroit à l'autre, elle est particulièrement élevée au moment des 1000 premiers jours. On sait que pendant ces 1000 premiers jours, les connexions se font à un rythme qu'on ne va jamais retrouver par la suite. Et c'est pour ça qu'il faut être très très précoce dans le repérage des anomalies et dans l'accompagnement pour permettre de bien jouer sur ce contexte de plasticité, d'éviter éventuellement, idéalement, le handicap ou en tout cas de diminuer le risque de surhandicap. Et donc vous comprenez bien que c'est quelque chose qui est à double tranchant parce que à ce moment-là de la vie, on a une grande capacité de résilience, donc c'est une énorme fenêtre d'opportunité, mais c'est aussi une fenêtre de vulnérabilité. Et on sait par exemple que si la grossesse est marquée par des situations très stressantes pour la maman, que ce soit pour des difficultés psychologiques, sociales, d'environnement, on va voir chez le fœtus se mettre en place des circuits neuronaux, des circuits de stress qui, si on ne lui propose pas par la suite les bons accompagnements de façon très précoce, vont se pérenniser et vont jouer, impacter sur le neurodéveloppement de l'adulte qu'il va devenir. Donc, nous, notre objectif, c'est de proposer à ces enfants dont on sait déjà qu'ils sont à risque, parce qu'on les a repérés avec notre grille de critères, majeurs, mineurs et de clignotants, un parcours de soins individualisé qui va s'appuyer sur des consultations médicales,
Ces consultations, elles sont dédiées, elles sont en plus du suivi qu'on va proposer à tous les enfants. Là, elles sont en plus et elles se font auprès de professionnels médicaux, des médecins, médecins spécialistes, médecins pilotes, qui sont spécifiquement formés au suivi de ces enfants et au repérage des petites déviations de la trajectoire de neurodéveloppement normal, de façon à pouvoir leur proposer précocement des stratégies de prise en charge. Donc on se base sur un calendrier d'examen et un référentiel d'examen qui est commun pour tout le monde. Ce sont des grilles standardisées, comme on a des standards de repérage, on a des standards de suivi. Alors avant, on les avait formalisés dans des gros cahiers que les patients amenaient systématiquement en consultation. Là, on est en train d'informatiser ce suivi, ce qui permet évidemment d'avoir sous la main tout de suite en ligne l'ensemble des guides méthodologiques et de monter en compétences et de proposer normalement des consultations de plus en plus pointues. Alors évidemment, l'objectif, une fois qu'on les a repérés, c'est pas tout. Il faut les prendre en soin. Il faut les prendre en soin au cours d'un parcours de soins qui doit être individualisé, c'est-à-dire vraiment parfaitement adapté à l'enfant, à sa famille et au territoire dans lequel il vit. L'idéal, c'est évidemment les consultations en binôme, voire en trinôme, avec des acteurs à la fois médicaux, mais aussi paramédicaux. Et là, vous voyez se dessiner évidemment le rôle des professionnels libéraux, parce que oui, on peut faire des consultations en binôme, en trinôme dans les CAMS et dans les hôpitaux, mais on peut aussi le faire en libéral, même si ça demande une certaine organisation. À titre personnel, c'est quelque chose que j'arrive à faire pour les patients les plus lourds, et c'est particulièrement important d'avoir ce double, voire ce triple regard lorsqu'on peut l'avoir sur les enfants. L'objectif par la suite, c'est évidemment pour chaque enfant d'écrire un programme de soins, d'écrire une prise en charge paramédicale de rééducation individualisée qui va s'écrire évidemment en appui avec les CAMS et les hôpitaux, mais aussi et surtout avec les professionnels libéraux. Et les professionnels libéraux n'ont pas attendu le réseau Périnatalité Bretagne pour mettre en place des initiatives. Il y a déjà beaucoup d'initiatives territoriales qui ont été mises en place, notamment en psychomotricité, puisque c'est des professionnels qui parfois ont la chance d'être dans les unités, mais aussi avec des ergothérapeutes, avec des infirmières libérales et avec des kinés, avec des orthophonistes. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place, les psychologues également que je n'avais pas cités. Donc notre idée, c'est vraiment de travailler ensemble au niveau régional sur ce programme de soins d'intervention précoce, de prévention et de prise en soin pour ces patients particulièrement vulnérables, non plus à l'échelle du territoire, mais maintenant à l'échelle de la région, dans le cadre de la résolution, bien sûr, des 1000 premiers jours que je vous ai présenté précédemment. Et nous avons la chance, au sein du réseau, d'avoir un groupe de travail dédié qui réfléchit activement sur la mise en place de ces stratégies, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'il faut faire marcher ensemble les hôpitaux, les CAMS, les professionnels libéraux, médicaux et paramédicaux, tout ça sous l'égide de l'ARS, qui n'a pas forcément toujours la même temporalité, et avec des professionnels très variés, ce qui fait la richesse de ce groupe de travail, mais ce qui en fait aussi parfois toute la difficulté, car les impératifs des uns et des autres peuvent finalement être assez variables. Quelques chiffres sans vous assommer d'épidémiologie, mais pour vous donner une idée concrète de ce dont on est en train de parler. Depuis la création du premier réseau, qui était celui des Côtes d'Armor, en 2009, 3000 enfants ont été inclus au sein du dispositif Bien Grandir en Bretagne. Une proportion importante de ces enfants est née prématurément, puisque l'âge moyen des enfants suivis au sein de ce dispositif, c'est 32 semaines plus 4 jours, l'âge moyen à l'inclusion, c'est-à-dire que la plupart des enfants qu'on va venir suivre sont quand même des prématurés qui sont nés à 7 mois de grossesse ou avant. Et puis, un peu plus de 10% de ces enfants sont des enfants petits, c'est-à-dire qu'ils présentent un retard de croissance, c'est-à-dire que le poids qu'ils pesaient à la naissance est inférieur à ce qui est attendu pour leur classe d'âge. Le requêtage automatique pour l'épidémiologie est en cours d'écriture dans le logiciel. Néanmoins, je peux vous dire que après cette proportion d'enfants prématurés, la deuxième population, c'est les enfants qui ont manqué d'oxygène au niveau cérébral à la naissance. À 2 ans, plus de 30% de ces enfants sera en situation de déficience et pour presque 10% de ces 30%, elle sera modérée à sévère. Et quand on parle de modéré en épidémiologie, c'est déjà quelque chose qui a un impact dans la qualité de vie. À 5 ans,
un peu plus de 10% de ces enfants ne pourra pas suivre une scolarité classique. Et à 7 ans, un peu plus de 30% présentera des difficultés d'attention. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils seront tous hyperactifs, ça veut dire qu'un certain nombre d'entre eux auront des difficultés d'attention. Tous les enfants qui ont des difficultés d'attention ne sont pas hyperactifs, Dieu merci. En tout cas, ces chiffres pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il est indispensable de continuer ensemble, médicaux, paramédicaux, hospitaliers, CAMS et libéraux, ce travail de suivi, de dépistage et de prise en charge ultra précoce de ces enfants à très haut risque, de façon à optimiser leur trajectoire développementale et surtout leur qualité de vie, ainsi bien sûr que celle de leur famille. Je vous remercie tous pour votre attention. Au revoir.